Elle est celle, déjà, qui succédait à Jean-Claude Gaudin à la métropole. Aujourd'hui, elle rêve de prendre sa suite dans le fauteuil qu'il a occupé 25 années durant, le fauteuil de maire de Marseille. Comme un signe, c'est lui qui l'a fait entrer en politique en quelque sorte en 2001, il y a presque 20 ans. Lui encore, qu'il appelle la belle Martine, lui, l'ami de la famille proche de son papa Élie. Pour ces élections municipales, il l'a même préféré à son ami de longue date, Bruno Gilles, comme l'ensemble de sa famille politique. Officiellement investie par les Républicains le 27 novembre 2019, Martine Vassal, née Gilles, comme un clin d'œil d'ailleurs à son rival, l'autre candidat de la droite, est née à Marseille le 29 mars 1962. On l'a dit, autoritaire, forte, tenace, elle était récemment présentée dans la presse comme la nouvelle femme puissante de Marseille. Martine Vassal est aujourd'hui dans la suite. Bonjour Martine Vassal. Bonjour Laurie. Bienvenue, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors ce que l'on veut entendre dans cette première partie d'émission, ce n'est pas la candidate, mais la femme qui est derrière. Vous serez dans une poignée de minutes face à notre directeur éditorial, Franz-Olivier Gisbert, pour l'interview politique. Mais pour l'heure, le ton est davantage à la confidence, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler de vous ? Oui, je suis très confortable. Je vous écoute. Alors c'est parti, je parlais en introduction des qualificatifs que l'on vous prête, que ce soit les observateurs ou vos rivaux, pragmatiques, autoritaires, tenaces. Vos amis, eux, vous disent loyal, déterminé. Est-ce qu'ils sont exacts, ces termes, ou complètement à côté de la plaque peut-être ? Vous savez, quand vous êtes une femme, que vous avez toujours travaillé très souvent dans un monde d'hommes, eh bien, il faut que vous puissiez vous imposer, vous faire accepter. Et très souvent, on dit que quand on a des postes à responsabilité, les femmes doivent être encore plus compétentes que les hommes. En tout cas, là où je suis rassurée, c'est que mes amis me voient aussi sous mon vrai jour. Justement, comment est-ce que vous vous définiriez ? Oh bien moi, je suis une femme effectivement déterminée, loyale, qui a un grand cœur. J'aime les gens, j'aime les écouter, j'aime parler avec eux. Et puis j'ai aussi un esprit de famille. Pour moi, la famille, c'est très important. Les enfants, mon petit-fils maintenant. Et c'est vrai que je suis extrêmement sentimentale aussi. Alors c'est peut-être pour ça qu'on me voit d'un côté peut-être un petit peu plus autoritaire. Mais les sentiments, pour moi, ça compte beaucoup. On va parler de la famille dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce qu'il n'y aurait pas une part de mystère, de secret de contrôle aussi, peut-être chez vous en tout cas ? Est-ce qu'on n'est peut-être pas obligé, selon vous, de ne pas trop se dévoiler pour exister dans ce monde-là ? C'est dans tous les mondes où, quand on a des mondes où on est épillé, regardé, où on a une grosse pression, parce que vous êtes là pour avoir des résultats, pour essayer de faire passer aussi vos idées, on est très concentré. Peut-être que la partie concentrée rend la personne un petit peu plus austère, un petit peu plus déterminée. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand on évolue dans un monde d'hommes, il n'y a pas de concession à avoir et il faut être extrêmement professionnel. Alors justement, vous aviez déclaré un jour ne pas être féministe, sans doute pour ne pas devoir votre place au fait d'être une femme. Alors que faut-il pour se faire entendre et respecter justement dans ce milieu d'hommes ? La compétence, de l'écoute, et puis ces qualités de femmes qui sont là pour faire et pas pour être. Et je pense que c'est ce qui me détermine aujourd'hui. Il y a une figure du féminisme qui vous a inspiré, Martine Vassal, c'est Simone Veil, dont on aperçoit la photo. Pour quelle raison ? En raison des nombreux combats qu'elle a menés ? Oui, à titre personnel, à titre professionnel, à titre politique, et puis l'engagement qu'elle a eu pour toutes les femmes, son courage aussi. Ce qu'elle a vécu dans sa vie de jeune femme. Et puis après, par la suite, sur la loi sur l'avortement, ça a été véritablement le début d'une révolution pour les femmes. Donc c'est effectivement une femme que je respecte énormément et que j'admire beaucoup. Martine Vassal, vous êtes fille unique, d'origine arménienne par votre maman, je crois. Vous êtes née le 29 mars 1962 à la clinique Longchamp et vous grandissez à 2 pas du Vieux-Port, entre la rue de la Croix et le cours Pierre-Puget. On va avoir une photo de vous toute petite, je ne sais pas quel âge vous avez, mais qu'y a-t-il dans la tête de cette petite fille ? Là, j'ai 4 ans, donc je suis sur le Vieux-Port. Alors, c'était l'époque où on donnait à manger aux pigeons. Alors, maintenant, ça n'existe plus. Et c'était aussi une sortie, c'était un jour de printemps. Et puis, j'ai ma maman qui me fait des sourires de l'autre côté pour que je fasse un joli sourire au photographe aussi.
Après l'école communale Breteuil, Martine Vassal, vous fréquentez le collège Anatole France, puis le lycée Montgrand. On va vous apercevoir justement dans cette photo de classe. Quelle collégienne, quelle lycéenne est-ce que vous êtes ? Alors je suis une collégienne qui écoute, qui est sage, qui fait ses devoirs, qui travaille, puisque en tant que fille unique, mes parents ont toujours mis un point d'honneur à ce que tous mes devoirs soient faits correctement. Et donc je suis une jeune fille aussi qui aime beaucoup les amis, parce que en tant que fille unique, j'ai toujours eu envie d'avoir un grand frère ou une petite sœur. Et ça m'a toujours manqué dans ma vie. Donc je suis toujours allée vers l'autre et toujours chercher des amitiés, essayer d'aller chez des amis pour passer des moments, pour déjeuner, pour les repas, pour les week-ends. Parce que ce manque de grands frères ou de petites sœurs, ça m'a marqué toute ma vie. Alors, vous êtes aussi, Martine Vassal, une enfant de Mazargues, le quartier de votre papa, le même quartier de celui auquel vous succéderez peut-être. On va vous voir avec vos parents à l'image. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, justement, vos parents ? Mes parents m'ont transmis d'abord l'amour. Ils m'ont transmis les valeurs de travail, les valeurs de respect, les valeurs de dépassement de soi. Donc, ma maman est soutien de famille à partir de l'âge de 14 ans et mon papa, qui est né en 1925, lui a fait des études aussi de commerce, mais à l'époque où c'était la rue Sainte-Victoire. Et puis la dernière année de sa classe, son papa lui a dit, mon grand-père, il faut absolument que tu réussisses parce que sinon je ne pourrais pas te payer les études l'année suivante. Donc c'est là où il a redoublé encore de volonté pour y arriver. Donc c'est toutes ces valeurs qu'ils m'ont transmises au fil de ces années. Et puis vous avez eu une vie avant la politique, puisqu'après avoir obtenu votre diplôme à Subdeco Marseille, vous dirigez donc l'entreprise familiale de textile, soit plus de 200 salariés. Est-ce que vous êtes la même personne aujourd'hui que celle qui était chef d'entreprise à l'époque ? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux femmes ? Mais d'abord, c'est une évolution. Heureusement qu'on change et qu'on n'est pas tout à fait pareil. Je suis peut-être plus sage dans mes comportements, plus calme. Et puis, j'ai eu entre deux enfants qui m'ont permis aussi de voir la vie de manière un peu différente. Et aujourd'hui, ce contact que j'avais dans l'entreprise, je suis ravie de retrouver un contact aussi avec les gens. Dans ma vie, j'ai toujours voulu avoir ces relations humaines. Pour moi, c'est très important. Et puis, j'ai beaucoup appris aux côtés de mon papa. J'apprends toujours encore aux côtés de mon papa parce qu'il y a toujours de très bons conseils à mes côtés. Et c'est vrai que c'est une évolution de vie. J'ai l'impression que c'était hier, en vérité, cette photo. J'ai quand même un peu changé. C'était l'époque où j'ai essayé de me vieillir un peu en mettant des jupes longues et en essayant d'avoir quelques années de plus. Bon, depuis, ça m'a passé. Mais c'est vrai que c'est des moments de joie, mais c'est vrai que sur la totalité de ma vie, c'est une évolution globale qui aujourd'hui me mène à des postes de responsabilité où je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est votre papa qu'on aperçoit sur cette photo ? Oui, à droite, complètement à droite. Aux côtés de Robert Vigouroux, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Vous avez 2 enfants, vous l'avez dit. Martine Vassal, Manon, qui a 27 ans, Marion. Et Pierre, qui en a 24. Marion, pardon. Quelle mère de famille, alors, est-ce que vous êtes pour eux ? Maman poule, ils m'appellent comme ça. C'est-à-dire très... en les choyant, en faisant attention. J'ai découvert un instinct maternel que je ne pensais pas avoir quand je faisais mes études, mais c'est vrai que dès l'arrivée de ma fille, j'ai eu un instinct de protection qui a été, qui me suit d'ailleurs encore aujourd'hui, alors que même elle-même est maman aujourd'hui. Cet instinct maternel, ne m'a plus quitté à partir du 3 décembre de 1991, quand elle est née. Vous évoquez Adrien, donc vous êtes grand-mère depuis peu, 3 ans. C'est lui qui vous a offert le plus beau moment de votre vie, c'est ça ? Oui, le jour de l'accouchement de ma fille, parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister à cet accouchement. Et c'est vrai que là, ça a été un moment émotionnel très, très, très fort. On parle de cette vie de famille, justement, de mère. Est-ce que vous avez fait des sacrifices pour en arriver là aujourd'hui ?
On fait toujours des sacrifices parce qu'il y a des moments où on consacre un peu moins de temps à sa famille que ce qu'on voudrait. Surtout quand on est dans un métier public, comme l'on a au niveau politique. On consacre bien du temps. On essaye de consacrer de la qualité plutôt que de la quantité, mais c'est aussi un peu de la théorie. Oui, ce sont des sacrifices. Alors peut-être pas tellement pour moi, mais pour eux, je pense que c'est des périodes un peu difficiles. La bonne preuve, c'est qu'eux ne veulent absolument pas faire de politique. On a parlé de la famille, Martine Vassal. L'amitié, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais on va vous voir à l'image avec donc le grand ami de votre père, Jean-Claude Gaudin. Est-ce que réellement, dans ce milieu, on peut avoir de vrais amis ou pas? C'est comme dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut avoir de vrais amis? Je pense que oui. L'amitié, pour moi, c'est la fidélité. C'est être là à tout moment, dans les bons et dans les mauvais moments aussi, surtout. Et en politique, on peut avoir des vrais amis. Parlons un peu de Marseille, Martine Vassal. Quels sont les endroits que vous aimez, que vous fréquentez à Marseille? Alors, ça dépend des moments. J'aime beaucoup faire du sport, donc très souvent, je mets le vélo dans la voiture et je vais faire la gymnaste pour essayer d'entretenir ma forme physique. J'ai arrêté de courir parce que j'ai des problèmes de genoux avec le temps. Mais ce sont des belles balades aussi du côté des Calanques. C'est aussi la mer. Alors je nage plutôt l'été parce que je suis assez frileuse, mais ces paysages sont des paysages absolument fantastiques. Et quand je prends sur les hauteurs de Marseille, que ce soit du côté du 14e ou du côté du 9e, eh bien, écoutez, c'est des vues géniales. Et la plus belle des vues, c'est celle qui est à côté de Notre-Dame-de-la-Garde. Donc femme sportive, vous l'avez dit, on vous voit pas mal sur Instagram, notamment en train de courir, de jouer à la pétanque, une skieuse hors pair aussi, je crois. Vous êtes assez active sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau moyen de communiquer. Vous l'abordez comment? C'est une manière d'en montrer davantage, d'être moins dans le contrôle, d'être plus en direct aussi avec les gens que vous voulez conquérir? C'est un moyen moderne d'aujourd'hui, donc j'ai effectivement fait des réseaux sociaux un moyen de communication, parce que c'est pas toujours évident d'arriver à communiquer, de faire passer ses projets. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence, j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux depuis à peu près un bon mois, parce que c'est vrai qu'on sent une agressivité et une violence sur les réseaux sociaux qui n'apportent rien au débat. Et donc, j'ai pris pas mal de recul par rapport à tout ça, ce qui m'a permis de me concentrer sur d'autres activités. Martine Vassal, si je vous dis Borgen, House of Cards, des séries télé qui mettent en scène des femmes de pouvoir, est-ce que ça vous inspire, ça vous parle? Oui, tout à fait. Ça vous donne envie aussi, peut-être? Oui, mais enfin, dans House of Cards, il n'y a pas que des femmes de pouvoir. Il faut regarder la première série d'abord. Tout à fait. Borgen, peut-être, alors plus? Alors, Borgen, je ne l'ai pas vu, donc je le regarderai la prochaine fois, dès que j'ai un petit peu plus de temps. Vous êtes plutôt cinéma ou série télé, d'ailleurs, si vous avez le temps? Je suis plutôt série télé, davantage que cinéma, parce que c'est vrai que c'est une question de temps. C'est une question de période, en vérité. Ça dépend des moments. Des fois, j'aime bien aller au cinéma et me détendre avec des grands écrans. Mais très souvent, c'est des séries télé par faute de temps, justement. Eh bien, justement, on va rester dans ce domaine pour terminer. Un de vos films préférés, paraît-il, si ce n'est votre film préféré, c'est celui-ci, Les Bronzés font du ski. Oui, oui. La troupe du Splendide, c'est ça? Oui, c'est la troupe du Splendide, avec des scènes mythiques qui sont des moments de détente remarquables. Une réplique, justement, peut-être du film? Étoile des neiges, quand j'y pense souvent quand je suis sur un télésiège. Je me dis, il faut que ça ne s'arrête pas parce qu'il doit vraiment faire froid la nuit. Ou alors l'histoire du crapaud quand on se retrouve dans un refuge pour savoir comment le crapaud a pu rentrer dans la bouteille. Martine Vassal, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et répondu à nos questions. Merci à vous, Laurie. Je vais vous laisser avec François-Olivier Gisbert pour l'interview politique de la suite, mais on va clore juste avec une image, celle de votre artiste préférée, Brigitte Bardot, et cette chanson, Harley Davidson. Alors pourquoi Brigitte Bardot? Pourquoi cette chanson, pour finir? Parce que j'ai un passe-temps que j'adore, c'est le karaoké. Et c'est vrai que c'est une chanson que j'adore chanter en karaoké. Elle nécessite moins de voix que d'autres. Et c'est vrai que je la chante régulièrement. Et ça me détend beaucoup de chanter. Vous voulez pousser la chansonnette peut-être, ou on garde ça pour plus tard? Comme vous voulez. Enfin, il ne pleut pas aujourd'hui, ça serait dommage que le temps change.
On va en rester là alors. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurie. À Au revoir. bientôt. Bonjour Martine Vassal. Bonjour François-Olivier. Alors, vous en prenez plein la gueule. Exact. Hein, Oui, on j'ai l'impression que de la part de vos adversaires, vous êtes devenu l'ennemi public numéro 1. Oui. Bah écoutez, effectivement, j'en prends plein la figure, mais bon, ça c'est l'important, c'est ce qu'on va pouvoir faire pour les Marseillais et les Marseillaises, et c'est eux qui décideront en fait. Hein. Il y a un parti, en tout cas, visiblement, qui est transparti d'ailleurs, qui réunit la gauche et la droite, c'est le TVS, hein, tous sauf Vassal. Oui, c'est le nouveau slogan des autres concurrents, je crois. Mais en tout cas, bon, ça passera. Ça passera dans 28 jours. Donc, on a le temps pour travailler. Enfin, moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de travailler sur le projet, la vision et de convaincre un maximum de Marseillais et de Marseillaises. Alors, il y a le mot système là, qui est intervenu dans cette campagne, qui est souvent cité. On vous présente souvent comme le pilier du système Gaudin. Enfin, il y avait un autre dauphin au départ, d'ailleurs. Finalement, c'est pas lui qui a été choisi. C'est pas lui le candidat préféré de Jean-Claude Gaudin. Ça a été vous, finalement. Comment vous avez fait pour le convaincre, Jean-Claude Gaudin, de changer de dauphin ou de... Alors, successeur. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs dauphins. Ce qui est sûr, je crois que c'est pas un paquet qu'on se passe de l'un à l'autre. Ouais, c'est une élection qu'on gagne de manière démocratique. On va devant les électeurs, on arrive à convaincre des personnes et puis elles votent pour vous pour réaliser des projets, pour rentrer dans une vision. Après, Jean-Claude Gaudin, effectivement, je le connais depuis longtemps. Je suis loyale. C'est lui qui m'a permis de rentrer en politique. Et puis après, j'ai fait mes armes, et notamment la victoire en 2015 au conseil départemental, qui m'a permis véritablement de pouvoir avoir des résultats, être efficace, et puis améliorer le quotidien aussi des Provençaux et des Provençales. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça qui me fait gagner, entre guillemets, mes armes. Mais je pense que c'est pas tellement... si on parle de système, en ce moment, j'essaye de mettre en place plutôt un système Vassal, qui est un système de résultats, d'efficacité, et surtout qui va permettre d'améliorer le quotidien des Marseillais et des Marseillaises. Voilà, en résumé, lui c'est lui, vous c'est vous, c'est ça? Nous avons chacun notre personnalité. Ouais. Je crois que ça se voit un peu. Hein. Donc, c'est un homme, je suis une femme. Et puis, c'est une génération différente, avec des préoccupations différentes. Le monde change tellement vite, le monde a changé énormément, ne serait-ce que dans les dernières années, avec des préoccupations aujourd'hui qui sont différentes de celles d'hier. Et ces préoccupations, eh bien, écoutez, on est en train d'essayer d'apporter des solutions pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, quels sont les principaux obstacles que vous voyez sur votre route? Il y en a un qu'on voit tous, c'est Bruno Gilles, la division de la droite. Alors moi, je vois plutôt l'obstacle de l'abstention. Et la mobilisation et le nombre d'inscriptions. On a à Marseille un nombre d'inscriptions d'électeurs potentiels sur les listes qui est nettement inférieur à la moyenne nationale. Et c'est vrai qu'on a des taux d'abstention qui sont très importants, supérieurs aux moyennes nationales. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de remobilisation des électeurs pour les ramener aux urnes, parce que c'est un droit absolument fantastique. On a des parents, des grands-parents qui sont morts pour qu'on puisse justement voter. Il faut vraiment qu'on redonne goût aux électeurs de retourner aux urnes et de pouvoir s'exprimer. Ouais, mais je reviens sur Bruno Gilles, parce que quand on l'entend, on se demande quand même si une alliance est possible au second tour. Moi, je ne suis pas sur cette problématique de deuxième tour, je suis sur la problématique du premier tour. C'est le 15 mars. Il reste 28 jours pour convaincre les Marseillais et les Marseillaises. Et je crois qu'il faut que chacun et chacune qui ira voter regarde bien ce que chacun et chacune des candidats et des candidates proposent pour les prochaines années pour la ville de Marseille. Donc c'est ça l'important. C'est que veut-on faire? Comment voyons-nous la ville dans 10, 15, 20 ans? Alors, pour revenir justement au premier tour, il est possible que Stéphane Ravier, si on en croit les sondages, soit très bien placé. Est-ce que, si nécessaire, vous êtes prête à faire participer à un front républicain pour empêcher l'élection d'un maire du Rassemblement national?
votre journal a fait un sondage, c'est le dernier sondage qui a été récent, qui est dans Vous la arrivez même... en tête, mais Ravier est derrière. Ravier Juste est d'un derrière. point derrière. C'est la tendance des différents sondages. On arrive, je crois, au 7e sondage sur la même thématique. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle le danger du Front National. C'est la raison pour laquelle je ne ménage pas ma peine pour faire connaître mon programme et pour pouvoir convaincre un maximum d'électeurs d'aller voter dès le premier tour pour les listes de Martine Vassal. Alors, vous présidez la métropole et le conseil départemental. Comment vous voyez le rôle du maire de Marseille après tout ça? Alors le rôle du maire de Marseille, c'est extrêmement lié avec la métropole. Si Jean-Claude Gaudin a souhaité que je préside la métropole, c'est parce qu'il y avait un projet à l'époque de fusion entre la métropole et le département. Ce projet de fusion voulu par le gouvernement actuel est repoussé au calendrier grec. Donc aujourd'hui, compte tenu des compétences, bien c'est très lié. Quand vous avez la propreté, c'est la métropole, la verbalisation, c'est la ville. Quand vous avez la voirie, c'est la métropole, les arrêtés, c'est la ville. Le logement, c'est pareil, c'est la métropole avec la ville qui, au niveau de l'hygiène et de la sécurité. Un exemple alors qui est complètement fou, c'est les parkings. Les parkings souterrains, c'est la métropole, les parkings de surface, c'est la ville. Donc quand on a une ville qui représente 45% de la population de la métropole, on a besoin d'avoir une interaction entre le maire de la ville-centre et le président de la métropole. Sinon, il y a un éloignement, ce qu'on appelle des continents. Et là, il y a un problème de résultat et d'efficacité qui est clair. Enfin, grosso modo, le pouvoir et l'argent sont plutôt dans la métropole, non? Alors, le pouvoir est plutôt dans la... oui, le pouvoir, mais c'est plutôt les clauses de compétence générale qui sont un peu partagées entre les deux. L'argent de la métropole, compte tenu de son montage, c'est pas encore ça, hein, il y a encore des progrès à faire. Et justement, il faut créer un cercle plutôt qui soit un cercle vertueux où on amène de plus en plus de personnes à rentrer dans le monde du travail pour payer plus d'impôts, où on permet à des projets aussi privés de venir étayer les investissements publics pour que, on puisse créer une synergie pour qu'on fasse comme dans les autres villes, que ce soit à Paris, à Lyon, à Lille ou à Bordeaux. Le problème principal à Marseille aujourd'hui, c'est quoi? Il y en a plusieurs. C'est un peu ce qui est ressorti des groupes de travail que j'ai montés l'année dernière, avec les 4 axes qui sont protégés, partagés, travailler, respirer. Donc en fonction de la sécurité. La sécurité, travailler, c'est aussi trouver l'emploi, un emploi. L'entreprise. Voilà, c'est aussi partager, ne laisser personne au bord du chemin. Ouais. Et puis respirer, c'est avoir un environnement correct. Je pense que ce qui regroupe aussi un peu tout ça, c'est aussi la mobilité. Donc il faut avoir une ville sûre, une ville propre, une ville où on est bien et une ville où on peut se déplacer facilement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a quand même un retard important au niveau des transports en commun. Alors vous êtes allé très fort avec votre programme, c'est 200 mesures et il y en a pour 9 milliards. Mais comment vous avez fait ça? Qui va payer? Comment on a élaboré le programme? On l'a fait en concertation. Parce que moi, je pense qu'il faut mettre le travail d'équipe en avant. Ce sont 400 experts qui se sont regroupés pendant 3 mois et qui ont sorti les 4 thématiques dont je vous ai parlé. Et ensuite, on a étayé avec des propositions venant d'internautes. Il y a eu 6000 propositions différentes. Et puis après, on a agrémenté le programme et on l'a étoffé au fil de la campagne. Et puis on a sorti donc ces 200 propositions qui se répartissent en fonction des thématiques, mais qui se répartissent aussi en blocs. Sur les 9 milliards, il y a 3 milliards pour les transports, uniquement sur la ville-centre de Marseille. Il y a 2,5 milliards pour ce que j'ai appelé le plan Charlemagne, refaire les écoles en totalité. Et puis après le reste, on tombe sur un montant qui est de 4,5 milliards qui correspond à un programme habituel pour une ville comme la ville de Marseille, la 2e ville de France. Donc, deuxième ville de France, mais quand même une ville pauvre. Hein. Tout le monde le sait. Alors comment on trouve 9 milliards? Alors, on trouve 9 milliards justement avec les participations aussi des autres collectivités, comme l'a fait le Conseil. Payer les autres. Ouais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à maintenant. On a quand même un problème sur les communes et on voit d'ailleurs le désintérêt des maires aujourd'hui pour repartir dans les mandats d'élus municipaux parce qu'ils ont les causes de compétences générales, ils peuvent tout faire, mais ils n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas des collectivités
comme le conseil départemental, comme le conseil régional, comme l'État aussi, eh bien, ils ne peuvent pas financer leur projet. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc vous allez faire casquer le conseil départemental, la métropole, l'Europe aussi, j'imagine. Bien sûr, il y a les fonds européens. On a commencé d'ailleurs. Disons que casquer est peut-être le juste retour des choses. Puisque les collectivités ont aussi des ressources qui sont des ressources qui viennent des impôts, et c'est logique qu'il y ait un retour des choses sur les territoires. Oui, mais si vous n'avez pas cet argent-là, qu'est-ce que vous allez faire? Si on n'a pas cet argent, on a zéro. On n'est jamais sûr de rien. Mais ce qui est sûr, vous ne pouvez pas endetter davantage la ville? La ville a eu une amélioration de son endettement, oui, ça c'est clair, grâce justement au financement des autres collectivités. Et puis aussi, il y a les projets des privés qui peuvent venir adjoindre aussi les budgets de la ville pour créer de la richesse. Et puis aussi, il faut que le gouvernement fasse comme il a fait à Lyon, comme il a fait à Paris, comme il fait dans les autres villes. Quand on a un gouvernement qui participe sur un projet comme le projet sur les hôpitaux et la refonte des hôpitaux et la reconstruction des hôpitaux, c'est une participation financière qui est importante, mais il faut ces coups de pouce, et je pense qu'il faut vraiment qu'on redonne confiance aux différents partenaires qui sont autour de nous et qui sont des financeurs importants. Et puis, effectivement, l'Europe, il y a des fonds colossaux peuvent être récupérés. Alors, c'est pas facile au niveau de la gestion, d'abord pour aller les chercher, mais après pour le suivi. Mais il y a des événements. On l'a fait sur un projet qu'on a appelé un projet DIAMS, où on a 80% de financement qui viennent de l'Europe. Donc, mais c'est pas l'Europe, par exemple, qui va payer les effectifs de la police municipale, qui vont tripler. Il y a 1200 embauches, c'est ça? Ben oui. Pourquoi est-ce qu'à Marseille, on aurait moins de policiers municipaux qu'à Toulon ou qu'à Nice? Donc on a besoin de proximité, on a besoin d'avoir une ville plus sûre. Donc il faut que l'ensemble des partenaires puissent également aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, notamment sur l'année 2020, parce que les Marseillais et les Marseillaises qui payent aujourd'hui les impôts sont suffisamment chargés comme ça. Mais par contre, il faut qu'on arrive à diminuer le taux de chômage. On a un taux qui est à 3 points au-dessus de la moyenne nationale, et on a des quartiers où il y a 40% de chômage, avec essentiellement qui touche essentiellement les jeunes et les femmes isolées. Donc cette jeunesse, on en a besoin, on entend beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent mais on cherche des salariés, on ne sait pas comment les trouver, on n'arrive pas à avoir suffisamment de monde qui vienne travailler chez nous, donc on est embêté. Il faut une adéquation avec la formation, il faut former ces jeunes sur des métiers d'aujourd'hui où on a besoin justement de main-d'œuvre. Alors votre définition de Marseille, comment voyez cette ville? La définir pour moi... Beaucoup de contradictions? Non, pour moi, je la vois du côté positif. Pour moi, Marseille, c'est la passion. Bon. Et si c'était un mot, alors? Pardon? Si c'était un mot, Marseille, c'est quoi? Le mot passion, non? Passion, je dirais amour. Amour. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est extrêmement attachante. C'est la ville de tous les possibles. C'est une ville qui a des talents fantastiques, des pôles d'excellence. Avec des gens venus de partout, d'ailleurs? Avec des gens. Et c'est justement cette mixité, cette différence d'origine qui fait sa richesse. Donc c'est pour ça que Marseille, c'est tout amour, et on doit tout faire pour qu'on soit encore plus heureux de vivre à Marseille. Et si Marseille était un animal? Si Marseille était un animal, ce serait, il faudrait que ce soit quelqu'un de loyal. Je dirais que ce serait un chien. Ah oui. Parce que c'est loyal, c'est affectueux, c'est fidèle. Oui. Ça garde la maison? Oui. Et si Marseille était une chanson? En ce moment, oui, je dirais que ça serait une chanson de Charles Aznavour. Ah oui. Vous allez me le demander de la chanter? Ah oui. Ah. Oh bah oui. Mes amours, mes amis, mes emmerdes. D'accord. Et si vous êtes élu maire, quelle sera votre première mesure? Ma première mesure... Premier jour, première mesure, vous asseyez... Alors, premier jour, première mesure... Qu'est-ce que vous décidez tout de suite? Bon, déjà dans la journée, il n'y a pas qu'une heure, donc il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre différentes. La première, ce serait lancer l'embauche, la formation des 150 policiers municipaux. D'accord. 150. C'est pour monter en oui, jusqu'à 1200, j'ai bien compris. Tout à fait. Première mesure.
Première mesure. Ça, c'est un signal. C'est un signal. Mais il n'y a pas qu'une première mesure dans une... C'est pas une mesure par jour, hein. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que... Et après, il y a aussi le plan Charlemagne. Le plan Charlemagne des écoles aussi. Ça, c'est très important pour moi. Et de mobiliser aussi les mairies de secteur sur la proximité. Merci, Martine Vassal. Merci, François-Olivier.